Mesdames et messieurs, bonjour. La une. Course des dépôts de candidature. Roch-Marc Christian Kaboré du mouvement du peuple pour le progrès MPP a déposé ce matin sa candidature au Conseil constitutionnel. Occupation du domaine public. De nombreux laveurs de motos et véhicules ont été sonnés ce matin de quitter les lieux et ce par la police municipale. Les détails dans quelques instants. Et sur le volet économique, notons que ce matin, le mot d'ordre de grève de 48 heures du SINAFI a été effectif au ministère de l'économie et des finances. Les portes du dit ministère sont restées fermées. Bienvenue au 13h de Burkina Info. Coopération sous-régionale. Cipriano Kassama, président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, a été reçu en audience par Isaac Zida, premier ministre du Burkina. Durant les échanges, il a été question de la probable coopération entre les institutions des deux États. Paulin Yamiogo. Après le Conseil national de la transition, le président de l'Assemblée populaire de la Guinée-Bissau est allé rendre visite au Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Au cours de cette rencontre, les possibilités de collaboration entre les deux pays ont été évoquées. La situation politique qui prévaut en Guinée a également été abordée. Je suis venu en tant que président de l'Assemblée nationale populaire de la République de la Guinée-Bissau aussi profiter de cette occasion d'informer des relations, des possibilités de développement de coopération institutionnelle entre nos deux parlements. Et aussi bien, j'ai profité pour informer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la situation qui se provoque en ce moment, la situation politique de la Guinée-Bissau. Comme vous le savez tous, il y a un problème du gouvernement qui est dessus, par le président de la République de Guinée-Bissau, et ça nous préoccupe. Et ça préoccupe aussi Burkina Faso. Et nous avons fait une revue sur cette situation. Mon collègue, le président de l'Assemblée de Burkina, est disponible avec ses pairs au niveau du Lumoa de rendre à Bissau encore cet week-end pour voir quelle issue amicale et une solution pour la stabilité et la paix de notre pays. Au vu de la crise politique qui prévaut dans son pays, le président de l'Assemblée populaire de la Guinée-Bissau a sollicité l'accompagnement du Burkina pour une sortie de crise. Le Burkina a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et j'ai sollicité mon collègue, président de l'Assemblée, il est disponible de le faire. Il sera avec une délégation, je les recevrai, je les ferai tout l'honneur de rencontrer les autorités de la Guinée-Bissau pour que nous puissions ensemble, avec leurs orientations, avec leur sagesse, trouver le meilleur issue de ce conflit politique que la Guinée-Bissau en ce moment se trouve. Une délégation burkinabé, conduite par Chérif Si sur invitation de son homologue, se rendra prochainement en Guinée-Bissau pour trouver une issue au conflit que traverse le pays. Élection au Burkina après Zéphirin Diabré, Tahirou Barry. Aujourd'hui, c'est au tour de Roch-Marc Christian Kaboré de déposer sa candidature au Conseil constitutionnel afin de prendre part à l'élection présidentielle. Viviane Bama. Les jours se succèdent, les dépôts de candidature au Conseil constitutionnel également. Après Zéphirin Diabré et Edi Kombouego, c'est au tour de Roch-Marc Christian Kaboré. Et pour cet événement, les militants du parti ne se sont pas fait prier pour accompagner leur candidat, donnant du fil à retordre à la sécurité. Après plus d'une heure d'attente, vous savez, il faut faire confiance au peuple burkinabé. Chaque parti, chaque candidat viendra avec son programme politique, évidemment. Nous nous battrons sur le terrain et comme on le dit souvent, la présidentielle, c'est d'abord la confiance d'un homme avec son peuple. Nous ne sommes pas, disons, lorsqu'on va à la présidentielle, à un examen de doctorat d'État où nous devons faire des thèses libres. Le peuple attend la résolution de ses problèmes. Le peuple s'est exprimé le 30-31 octobre lors de l'insurrection populaire. Il nous appartient d'assumer la responsabilité de pouvoir faire un peu en sorte que le peuple trouve sa satisfaction dans le combat que nous allons mener pour la justice sociale, pour la paix et pour le progrès social du Burkinabé en général. Contrairement à certains candidats venus personnellement déposer leur candidature, d'autres se sont fait déléguer. C'est le cas de Jean-Baptiste Natama, dont le dépôt s'est fait par procuration. Vous le savez bien,
que la candidature de Jean-Baptiste Natama est une candidature qui a été suscitée par la jeunesse. La jeunesse a lancé un appel le 6 juin 2015 pour demander à son Excellence Jean-Baptiste Natama d'être candidat à la présidentielle. Il nous a répondu oui. Et c'est nous qui avons souhaité ce matin encore nous lever de nous-mêmes pour venir déposer sa candidature à son nom. Nous avons juste sollicité son mandat, nous avons juste sollicité sa procuration parce que c'est un candidat qui est porté par nous, la jeunesse. Seul ou accompagné, l'essentiel étant de déposer sa candidature avant la date du 21 août afin de pouvoir entrer en liste pour cette élection présidentielle. Demande de transfert de bureaux. Les Burkinabés en âge de voter et qui se sont inscrits sur les listes électorales ont la possibilité de changer de bureau de vote et ce jusqu'au 26 août prochain à la CENI. Sont autorisés à en faire la demande les fonctionnaires et assimilés, mutés ou retraités après la clôture des inscriptions ainsi que leurs familles. Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale au moment d'un déménagement, les candidats à 2 élections couplées peuvent être transférés dans les bureaux de vote de leur choix. Requête qui doit être présentée au président de la CENI. Pour toutes ces demandes, se munir d'un justificatif de mutation de retraite, de changement de domicile, de la carte d'électeur ou de sa photocopie. Recours contre l'inéligibilité de 63 candidats aux législatives. Des membres de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste UNIPS ont organisé une conférence de presse sur le contentieux électoral hier. Au cœur des échanges, le recours formulé le samedi 15 août dernier par l'UNIPS auprès du Conseil constitutionnel contre l'inéligibilité de 63 candidats aux élections législatives du 11 octobre prochain. Suivez ce reportage. À travers cette conférence de presse, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste dit vouloir éclairer l'opinion nationale sur certains nombres de faits. Le recours contre l'éligibilité de certains candidats aux élections législatives du 11 octobre prochain, ainsi que l'attaque de l'Union pour le changement UPC contre l'UNIPS ont été abordés au cours de ce point de presse. De prime abord, le directeur national de campagne de l'UNIPS a expliqué les motivations de leur recours. Nous avons simplement laissé la validation qui a été faite, la publication qui a été faite par la CENI et nous nous sommes référés à ces personnalités-là pour voir où est-ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils se sont présentés ou bien ils ne se sont pas présentés? Et c'est là que nous avons constaté qu'il y a 64 personnes. Et ces 64 personnes sont réparties dans 9 partis politiques. Malheureusement, ces 9 partis politiques, et puisqu'ils sont allés se réfugier dans d'autres partis politiques qui étaient hier nos alliés, parce que nous avons tous combattu ensemble le régime de Blaise Compaoré. Je vais parler surtout du MPP et de l'UPC. Mais comme je le disais, entendons-nous bien, ce ne sont pas les listes du MPP ou bien de l'UPC qui tombent. En ce qui concerne l'attaque de l'UPC, l'UNIPS se dit surprise. À notre grande surprise, hier, nous avons été notifiés d'une convocation du tribunal administratif nous disant que nos listes ont été attaquées et que c'est l'UPC qui nous aurait attaqués. Nous avons simplement prouvé que tout ce qui a été dit était nul et non avenu. Et Alexandre Sankara de renchérir en ces termes. L'UPC n'a pas compris notre démarche. Nous, notre démarche, ce sont des démarches de principe. Et comme il l'a dit, nous ne nous attaquons pas à des listes. Nous, notre recours est intitulé « Recours contre l'éligibilité de candidats ». Comme il a dit, si le Conseil constitutionnel décide que Sabdano Paramani, par exemple, est inéligible, la loi autorise l'UPC à les remplacer, à trouver d'autres candidats pour les remplacer. Donc la liste est toujours valable. L'UNIPS dit vouloir participer à travers ses recours à la bonne marche des élections du 11 octobre. Aussi précise-t-elle que ces recours n'affectent aucun parti politique de l'ex-CEFOC. Et après le recours de certaines organisations de la société civile et même de l'UNIPS dont le but est de rendre inéligibles certains acteurs politiques aux prochaines élections, la Coordination nationale pour une transition réussie a tenu une conférence de presse ce matin. Le point avec Ibrahim Sen. Nous ne prétendons pas ici, à la façon des néo-experts, dire comment le juge constitutionnel devra faire son travail. Nous ne nous aventurions pas non plus, comme certains terroristes intellectuels mettent de quelque manière que ce soit la pression sur le Conseil constitutionnel. Nous notons seulement que depuis le 13 juillet 2015,
la Cour de justice de la CEDEAO avait clos le débat sur la question de l'exclusion et des acteurs de premier plan de la transition. Les théoriciens de l'exclusion avaient de façon responsable reconnu que la CEDEAO invitait notre pays à éviter de cultiver les genres de la division à travers leur acceptation du verdict. Le président Cassando lui-même a rappelé que notre pays reste attaché à ses engagements internationaux. Seulement, face à la difficulté juridique, une sorte d'accord tacite semblait avoir été conclu sur la question, ou en tout cas sur la loi Chérif. En tout cas, on n'entendait plus voir des démarches visant à exclure quelqu'un sur la base du nouveau code électoral. À côté de cette sorte d'entente des experts en droit constitutionnel, envisageait comme autre alternative le fait pour le Conseil constitutionnel de tenir compte de l'esprit de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Hier, Edi Kamboïgo, président du CDP et député sous la mandature de Blaise Compaoré, a déposé sa candidature à l'élection présidentielle. Et suite à ce dépôt, l'association des blessés de l'insurrection a tenu une conférence de presse. Objectif, attirer l'attention et la sagesse des juges constitutionnels quant à la validation des dossiers. Max Gombry. Après le recours du cadre de concertation des organisations de la société civile contre la candidature d'un certain nombre de membres du Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est au tour de l'association des blessés de l'insurrection populaire au Burkina Faso de lever le ton sur ce sujet. Au cours d'un point de presse, la BBF montre son indignation quant à ce qu'elle appelle entêtement du Congrès pour la démocratie et le progrès à entrer dans la course des élections présidentielles d'octobre prochain. L'Association des blessés de l'insurrection populaire au Burkina Faso, en abrégé ABIP Burkina Faso, à travers cette présente conférence de presse, tient à rappeler au peuple burkinabé que les ex-députés du CDP ont été les véritables auteurs du coup d'État constitutionnel que nous avons combattu au péril de nos vies. D'où notre opposition à leur candidature aux prochaines élections. Ainsi donc, chers parents, chers frères, chers amis, camarades insurgés, les bourreaux des Burkinabés d'hier veulent se présenter aux yeux du monde comme étant victimes de la loi, victimes de la fierté de notre peuple, sans avoir pris le soin de faire leur mea culpa. Ainsi, elle appelle à la sagesse des juges constitutionnels chargés de la validation des dossiers. Mais nous, victimes de leurs balles assassines, blessés de l'insurrection, nous en appelons à la sagesse et à la raison des juges constitutionnels de nous laisser, ne nous laissez pas tromper. Ne vous trompez pas, car l'adage dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et pour eux, la communauté internationale ne doit pas rester muette face à la situation de notre pays. À la communauté internationale, nous leur demandons de ne pas rester muette sur la situation de notre pays, car le peuple reste et restera toujours vigilant. Si des gens qui ont confisqué les libertés de notre peuple pendant 27 ans ne veulent pas se mettre aujourd'hui à la place que leur donne ce peuple, alors interviendra inéluctablement l'exclusion qu'ils ont tant décriée. Et en ce qui concerne la communauté internationale, qu'elle sache que ce silence sera interprété comme une non-assistance à un peuple en danger. L'association des blessés de l'insurrection populaire met leur foi en la capacité des juges constitutionnels à rompre définitivement avec la gestion clanique du pouvoir d'État pour l'instauration d'une bonne gouvernance et d'une démocratie véritable.
Santé à présent, avancée technologique dans le domaine de la santé, un capteur pour surveiller le cancer en temps réel. Ce capteur est un minuscule dispositif de 2 mm qui, implanté dans une tumeur cancérigène, renseigne en temps réel de l'intérieur du corps sur la manière dont la tumeur répond ou pas au traitement. Cette évolution permettrait aux médecins d'ajuster au mieux les traitements en fonction de l'évolution du cancer. Ce capteur éviterait aussi aux patients les biopsies et des IRM à répétition. Il a la particularité d'être sans fil et relié à un aimant. Il a été présenté par l'équipe du professeur Michael Simon à l'Institut Court for Integrative Cancer Research du Massachusetts Institute of Technology à Boston. Et dans la même lancée, ADI, voici le nouveau venu sur le marché pharmaceutique. De quoi s'agit-il? L'ADI est le nouveau nom d'un Viagra destiné aux femmes. Il a été approuvé par l'Agence américaine des médicaments hier. Mais cette nouvelle pilule ne fait pas l'unanimité car pointée du doigt par ses détracteurs à cause des effets secondaires dangereux. À titre d'information, c'est après des avis négatifs en 2010 et 2013 que la Food and Drug Administration, l'autorité américaine en charge de la sécurité sanitaire, qu'elle a finalement donné son feu vert. Parlons à présent de l'actualité vue de la toile. Elle porte sous la mise sous mandat de dépôt de Jean-Bertin Ouédraogo, ex-ministre en charge des Transports, et Jérôme Bougman, ex-ministre en charge de la Sécurité. Lassane Ouédraogo. Deux ministres du régime Compaoré écroués à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. L'information fait la une de tous les médias nationaux. Selon le site d'information Burkina 24, Jérôme Bougman et Jean-Bertin Ouédraogo ont été auditionnés mardi 18 août 2015 par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice et ensuite déférés à la MACO. L'ancien ministre du Commerce Atu Kafando a également été convoqué mais ne se serait pas présenté. La probabilité d'une fuite est évoquée selon le média en ligne. Et de préciser que l'ancien ministre Bougman est accusé de faits de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite portant sur la somme de 3 milliards de francs CFA, tandis que Jean-Bertin Ouédraogo est inculpé du même fait portant sur la somme de 1 milliard de francs CFA. Le Conseil national de la transition a voté plusieurs résolutions mettant en accusation Blaise Compaoré et ses anciens ministres. À la suite de cet article, Bonikoum Patrice Da exulte. Que Dieu bénisse la transition au Burkina Faso et bon courage à ses autorités. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Même son de cloche pour sommer. C'est pas tôt que la justice aille jusqu'au bout. La publication de la liste officielle des candidatures aux législatives par la Commission électorale nationale indépendante anime le débat politique, notamment le recours en annulation de certaines candidatures de l'ancienne majorité et de ses alliés, au nombre desquels figure le Rassemblement pour un sursaut républicain de René-Émile Kaboré. Pour ce dernier, la transition est un parti pris. Ces élections, selon lui, sont fondées sur l'exclusion et son parti se réserve le droit de ne pas y prendre part si les dits recours sont adoptés par le Conseil constitutionnel. René-Émile Kaboré n'oublie pas de rappeler que le Conseil constitutionnel a refusé d'examiner les recours du groupe de l'appel du 9 avril à propos du code électoral. Par ailleurs, selon l'observateur Palga, René-Émile Kaboré condamne fortement les violences perpétrées au cours de l'insurrection populaire et estime que brûler l'Assemblée nationale est un crime contre la République. De son avis, si une insurrection peut instaurer un pouvoir, une insurrection peut en cacher une autre. Les internautes du 3W L'Obs n'ont pas été tendres avec l'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré. Yé s'indigne. Lorsqu'on a perdu un combat, on doit savoir quitter l'arène dignement, faire le point et revenir plus tard et plus fort de ses expériences. Mais hélas, ici, vous restez sur le ring à crier à la tricherie pendant que les gradins se vident et que le vainqueur lui est déjà passé à autre chose. Si un quelconque idéal guidait vos actions, vous auriez compris et vous serez remis en cause. Hélas, en champion du refoulement, vous avez déjà effacé de vos mémoires ce rejet. Puis vous vous alignez à nouveau, tout honte but. Pour l'Albila, si on baisse le niveau du débat, nous comprenons qu'il y a exclusion tout court. Si le CDP et l'ADF-RDA n'étaient pas autorisés à proposer des candidats au vote du 11 octobre prochain. Si un militant perd ses droits, c'est du plus zèle superflu. Si son parti fait des mains et des pieds pour tenter de lui ramener ses droits. Les forces de sécurité ont mis aux arrêts un groupe de délinquants qui versent dans la commercialisation de viande impropre à la consommation, révèle le site d'information Burkina 24. Sur place, l'odeur nauséabonde et le balai de mouches autour des 2 tricycles qui contenaient la viande saisie, on disait long sur sa qualité, fait savoir notre confrère. La viande était destinée au marché de Touissé, Bascui, Larlé et Kalgoundé.
Selon Adama Maïga, infirmier au CSPS de Samtenga, la viande proviendrait d'animaux malades abattus depuis 48 à 72 heures. Pour l'instant, les intéressés seront conduits auprès du procureur pour répondre de leurs actes. Toutefois, la gendarmerie de Bascuit a une fois de plus invité la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre pour enrayer le phénomène en composant le 10-10, le 16, le 17 ou le 80-00-11-45. Fargas donc écrit « On en mange tous les jours, ça c'est ce qu'ils ont pu intercepter. À Bobo ici, si vous prenez le trajet Bobo-Bama, vous n'aurez plus envie de manger de la viande. Les animaux bien en forme sont destinés à l'exportation et ceux malades sont tués ici, meurent souvent même avant d'arriver en ville. Malgré tout ça, les bouchers achètent ces animaux morts. Je demanderai aux services de santé et de sécurité de bien contrôler ce niveau, car ça nous rend tous malades. » Autre actualité dans ce journal, parlons grève et satisfaction de plateformes revendicatives. Au ministère de l'Économie et des Finances, les portes sont restées fermées et pour cause, le syndicat des financiers du Burkina Sinafi a décrété une grève de 48 heures. Objectif, appeler le gouvernement à l'intégration de tous les financiers au fonds commun principalement. Ibrahim Sanou. Ce mercredi 19 août 2015, le syndicat national des financiers Sinafi a mis en exécution sa menace d'aller en grève de 48 heures si rien n'était fait pour satisfaire leurs revendications quant à ce qu'ils qualifient d'inégalité dans l'octroi des fonds communs. Et nous sommes là en grève de 48 heures qui commence aujourd'hui et qui doit normalement s'achever demain. Et cette grève est observée sur l'ensemble du territoire national. Et ça fait suite, n'est-ce pas, à ce qui n'est plus un secret pour personne quant à la situation de discrimination dont nous sommes victimes au sein du ministère en charge de l'économie et des finances. Donc c'est une situation que nous avons toujours dénoncée, que nous ne cessons de dénoncer et nous sommes là pour traduire, n'est-ce pas, notre ras-le-bol pour cette situation. Pour les Sinafi, plus qu'une question de fonds communs, il s'agit du traitement du personnel qui est décrié. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de FC. On se comprend? La question du FC, ce n'est qu'un symbole. Au fond, ce que nous dénonçons là, c'est l'ensemble même du traitement même du personnel qui n'est pas ça. Je vous dis aujourd'hui, si vous êtes au niveau des régies de dépenses que nous sommes là, par rapport à vos collègues, vos camarades, vos promotionnaires qui sont ailleurs, annuellement, vous avez la moitié ou le tiers de ce qu'ils perçoivent. Quant à la question de savoir ce que les syndicats reprochent au ministre délégué des Finances, Amina Bila, ce que nous lui reprochons d'abord, ce sont ces allégations mensongères à notre encontre. Nous sommes un syndicat responsable. Dire que nous l'avons menacé, nous l'avons empêché d'avoir accès à son bureau, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous envoyer des cargos de CRS, mais moi je ne comprends pas. Les CRS pouvaient peut-être nous empêcher de l'atteindre. Mais si nous le voulons, les CRS là ne pouvaient pas nous empêcher d'empêcher que la conférence de presse qu'elle a eu à donner au ministère, là, il ne pouvait pas nous empêcher de perturber cela. Secondo, quand elle parle de sa proposition d'étendre ça aux autres fonctionnaires, eh bien, nous, cette approche ne nous a jamais été faite. Je vous dis aujourd'hui que personne, absolument personne, ne nous a déjà entretenu par rapport à cette situation. Et le problème même s'est aggravé avec sa sortie. Beaucoup ont dit qu'il fallait gérer ça en interne. Il n'y avait pas de satisfaction en interne, mais c'est Amina Bila qui a calé le mur avec les problèmes et l'exposé sur la place publique. Et il faut qu'elle l'assume. Le syndicat dit durcir les temps dans les jours à venir avec une grève de 72 heures si rien n'est fait pour résoudre leurs problèmes. Changeons de sujet et parlons occupation du domaine public. En cette matinée, une patrouille de la police municipale a eu lieu de l'axe France-Afrique à la voie de Pissy. Objectif déguerpir des occupants illégaux du domaine public qui en plus contribuent à la prolifération des moustiques. Ibrahim Zongo. Il y a eu une phase de sensibilisation qui a été menée et qu'aucun d'eux ne possède une autorisation express délivrée par l'autorité municipale. Donc voilà pourquoi nous avons passé à la phase répressive. Je peux dire qu'en tout cas, la mission, on a fini sans incident. Ça c'est l'essentiel. Et que vraiment le message est passé. Comme ils ont su qu'on est passé à la phase répressive, je crois que c'est déjà bon. Donc prochainement, ils vont se mettre au sérieux que, en tout cas, ce que nous leur avons dit, ce n'était pas pour nous amuser.
Pour que leur machine ne soit pas saisie, il leur aurait fallu avoir une autorisation de l'autorité municipale pour pouvoir s'installer au niveau du domaine public. Voilà, s'ils ne l'ont pas, voilà, ils ne peuvent pas exercer leur activité sur ce domaine public-là. Et les lieux même ne sont pas indiqués, en tout cas appropriés, en tout cas pour faire les lavages d'engins là-bas. Affaire de faux permis de conduire à Tinkodougou. Rappelez-vous cette affaire de faux permis de conduire dans laquelle la compagnie de gendarmerie de Tinkodougou avait démantelé un réseau en fin juin dernier. Les Pandores avaient réussi à saisir 319 faux permis. Sur la liste des présumés fraudeurs, on avait cité le nom d'un agent de la direction régionale des transports du centre-est de 4 de ses complices issus des auto-écoles de la ville. Moins de 2 mois après, c'est le directeur régional des transports lui-même qui a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction de Tinkodougou. En rappel, les faux permis avaient été découverts suite aux anomalies constatées par le directeur régional des transports lui-même du centre-est. Aider le Conseil national de la transition à préserver son environnement en lui octroyant 5 poubelles, telle est la contribution de l'église adventiste du 7e jour. Le point avec Hassan Nakro. 5 poubelles au profit du Conseil national de la transition. Ce don est de la part de la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour. Pour ces jeunes, l'objectif est d'assainir le cadre de travail des députés, mais aussi lutter contre la pollution de l'environnement. En choisissant la CNT, le CNT pour ce premier démarrage de nos activités, nous avons voulu marquer donc le pays, comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, notre action par rapport à la jeunesse et au peuple burkinabé dans son ensemble. En choisissant par exemple de donner des poubelles, nous voulons montrer par là que dans la propreté, nous pouvons avoir notre santé. Et nous avons d'autres activités que nous aurons à mener, notamment il y aura des dons de sang et dans d'autres domaines, nous allons donc montrer à la jeunesse ici au Burkina que nous sommes avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire et c'est pour les encourager que nous sommes venus voir ce qu'ils ont fait ici dans la sous-région. Pour le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme, parrain de la dite cérémonie, ce don vient à point accroître le degré d'assainissement du cadre de rencontre de toutes les couches socio-professionnelles. Le CNT, vous savez que si ce n'était même que le CNT, ça pouvait se justifier. Vous savez que le CNT représente le pouvoir législatif et donc là où se décide l'avenir de la vie de la nation en termes de loi. Et vous savez qu'effectivement, pour décider, il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'hémicycle. Il y a les députés, mais il y a le personnel. Mais il y a tous ceux qui viennent, même nous ministres, nous y venons pour défendre les lois. Donc c'est un lieu où on a la chance de retrouver le maximum de représentation des couches socio-professionnelles. Et donc, ça peut se justifier. Mais sans trahir justement la volonté de ceux qui ont donné, je vous rassure que ce n'est pas au CNT seulement que les dons seront faits. Le CNT a été choisi pour député parce que c'est l'Assemblée nationale, si vous voulez, c'est en quelque sorte voilà, le lieu de nos fétiches, si vous voulez. Mais je vous laisse le soin de découvrir tout le reste du processus avec les donateurs eux-mêmes. Un don qui s'inscrit dans l'agenda de leur programme du Congrès international de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour, dont l'ouverture est prévue pour le 25 août prochain au stade du 4 août. Une actualité majeure, celle de la 11e édition de la chenille ou Chitoumou qui a débuté ce matin sur le plateau Omnisport de Yéguéré. Cette année, c'est l'identité culturelle des Bobos Mandarais qui est mise à l'honneur car étant la première communauté à s'intéresser à cet aliment très nutritif. La 11e édition prendra fin le 23 août prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Coopération et changement climatique. Le président béninois Thomas Yayi Boni a rencontré son homologue français François Hollande hier. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué le groupe islamique Boko Haram en Afrique de l'Ouest et la prochaine conférence sur le climat. S'agissant de la conférence, il a exprimé les besoins financiers de l'Afrique pour faire face au changement climatique et a rappelé son soutien à la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris en fin novembre. Nous recevons à présent sur ce plateau
plateau du Trésor Kimse Ouedraogo, directeur général des forêts et de la faune. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau du Trésor. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, notre débat va se centrer autour de la politique de reforestation au Burkina. Il y a de cela quelques jours, il y a eu beaucoup d'activités concernant le reboisement. Alors, en termes beaucoup plus simples, quelle est la politique que le Burkina compte mettre en œuvre pour reforester, si on peut le dire, nos forêts? Bon, il faut d'abord dire que pourquoi il faut reforester, c'est d'abord pour lutter contre la désertification. Parce que vous n'ignorez pas que le Burkina Faso, à l'instar de bien d'autres pays du Sahel, est confronté au problème de désertification. Il y a également que, à travers la reforestation, il faut produire des biens et des services pour les communautés. Et il y a, bien sûr, et cela est de plus en plus ressenti aujourd'hui, la nécessité de séquestrer le carbone et de façon plus élargie, la nécessité de réguler le climat. Enfin, il y a aussi que le Burkina, dans sa politique de reboisement, a compris depuis déjà les années 80 que pour réussir la reforestation et en faire un projet viable, il faut que les populations elles-mêmes soient au premier plan, soient responsabilisées et soient outillées pour mener à bien les opérations de reforestation. Mener à bien les opérations de reforestation qui se déroulent au ministère de l'Environnement, dont vous avez la charge de la direction des forêts et de la faune. Alors, beaucoup de personnes disent que chaque année, on reboise, mais on ne voit pas le résultat, surtout au niveau de la muraille verte de la ville de Ouagadougou. Alors, au niveau de votre institution, qu'est-ce qui est réellement fait pour changer les mentalités des populations? Oui, nous avons souvent entendu cette critique. Parce que quand on dit qu'on a reboisé 11 millions de plants, je vois que les gens se laissent emporter par les millions. Mais 11 millions de plants, ce n'est pas grand-chose. Et en termes de superficie, si vous voulez planter 11 millions, ça équivaut en gros à 11 000 hectares. Et comme nous le verrons plus loin, les statistiques nous montrent que jusqu'en 2002, ce qui se passait avant, de 1992 à 2002, à l'intérieur de nos frontières, nous détruisons 110 000 hectares de forêt. Alors si on détruit 110 000 et on ne peut en planter que 11 000, ça veut dire qu'effectivement c'est normal que l'opinion ne voit pas la trace de ces 11 000 hectares-là, parce que l'ampleur de ce qu'on a, des dégâts est très importante. À quelques mois de la tenue de la conférence sur le changement climatique qui aura lieu d'ailleurs même en France, alors monsieur Ouedraogo, dites-nous quelle peut être l'importance, voire l'apport de nos forêts quant à la régulation des changements. Oui, toutes les forêts du monde concourent à la régulation du climat. Et des forêts les plus riches comme l'Amazonie, comme les forêts du bassin du Congo, à nos forêts qui, malgré leur état squelettique, contribuent pour vraiment fortement à la régulation du climat. Donc, c'est un exercice où tous les écosystèmes sont sollicités, parce que c'est un fléau mondial. Et des forêts les plus luxuriantes jusqu'aux végétations les plus modestes sont attendues sur le terrain de la séquestration. Et je dirais pratiquement au même niveau, même si au fond les capacités ne sont pas les mêmes tout naturellement. Alors, M. Ouedraogo, quel est l'état de nos forêts quand on sait que tout récemment à Bobo-Dioulasso, on a arrêté des gens qui coupaient le bois rose? Oui, l'état de nos forêts, il faut dire que, grosso modo, il faut dire que du point de vue de la couverture forestière du pays, le Burkina est à 48%. Et ça, c'est une étude qui a été faite depuis 2002. Et dans ce que j'appelle le territoire forestier, il y a ce qu'on appelle le territoire qui est classé au nom de l'État.
qui couvrent environ 14%, et les autres forêts relèvent de la gestion quotidienne des communautés à travers aujourd'hui les collectivités territoriales. Alors, si on veut mesurer vraiment l'ampleur de la dégradation, généralement on cible les forêts classées parce que c'est là que officiellement toute action est interdite. Mais je vous dirais que parmi les 3 millions d'hectares que font les forêts classées aujourd'hui, il y a plus d'un tiers qui sont littéralement occupés. Et quand je dis occupés, ça va de quelques exploitations agro-pastorales à de véritables établissements humains. Ils sont des villages avec toutes les infrastructures, tous les équipements qu'on peut imaginer dans un village. En parlant de cohabitation des populations, à savoir les communautés, avec la forêt juste à côté et puis les animaux, alors quelles sont les activités de sensibilisation que vous menez au sein du ministère pour garantir cet air pur que nous respirons qui est créé par les plantes? Oui, au niveau du ministère, effectivement, nous avons senti que la meilleure façon de sauver les forêts, c'est de les réconcilier avec les populations riveraines. Et c'est pour cela que nous avons développé un certain nombre de programmes de gestion des forêts, gestion participative des forêts, qui font que lorsque une forêt est identifiée, on identifie en même temps quelles sont les populations dont les activités couvrent cette forêt, qui ont une emprise sur cette forêt et qu'on les appelle les populations riveraines. Ces populations riveraines-là sont recensées, sont identifiées, sont organisées et formées pour gérer les forêts. Alors, gérer une forêt... Gérer une forêt, mais est-ce qu'à côté de cette gestion de la forêt, il y a une implication de l'État, à savoir aider avec des moyens financiers et techniques? Oui, bien entendu, parce que sans moyens, c'est pratiquement impossible. Comme je l'ai dit, il faut les organiser, il faut les former et ça coûte de l'argent. Et sans oublier qu'il y a certaines activités aussi de soutien qui coûtent également de l'argent. Parce que, en général, quand on parle de gérer, il faut dire que on s'attend à ce que la forêt produise quelque chose. De grand, de modeste, mais en tout cas, on s'attend à une production. Et quand on s'attend à une production, c'est qu'une production qui n'est pas liée à un marché est vouée à l'échec. Ça veut dire que il faut même parfois faire des routes pour pouvoir écouler les éventuels produits qui seront sortis de ces forêts-là. Donc, tout qu'on fasse, ça coûte de l'argent. C'est pour cela d'ailleurs que jusqu'à présent, l'État a pu seulement aménager autour de 200 à 300 000 hectares de forêts qui sont aujourd'hui gérés par les populations. C'est une initiative qui a fait ses preuves et que nous aimerions beaucoup répliquer, mais aujourd'hui c'est surtout les moyens financiers et matériels qui nous manquent pour pouvoir répliquer ce genre d'expérience-là à d'autres communautés. Et c'est la même chose dans ce qui concerne les forêts à vocation de faune, où aujourd'hui on a ce qu'on appelle des zones synergétiques, des zones villageoises à vocation synergétique qui sont entièrement gérées par les villageois. Intéressons-nous à présent à un volet très important, à savoir le poumon vert de la ville de Ouagadougou, qui n'est rien d'autre que le parc Bangroego. Il y a de cela quelques jours, à savoir hier, les crocodiles sont sortis. Alors qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère de l'Environnement pour recadrer ces animaux dangereux pour l'homme, car ils sont dans les caniveaux à côté des populations? Qu'est-ce qui est fait pour garantir la sécurité des populations? C'est vrai que quand il y a de grandes crues, comme cela se passe généralement, à cette période de l'année, il y a une certaine divagation de ces animaux qui, au gré des crues, donc, peuvent se retrouver très loin parfois de leur milieu habituel, de leur habitat habituel. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ces déplacements, on enregistre beaucoup de dégâts. Il y a parfois des blessures d'hommes, il y a parfois blessures ou même mortalité d'animaux domestiques, et ce qui n'est pas intéressant pour les communautés autour.
Et ce que nous conseillons à ceux qui gèrent ces animaux, c'est d'aménager un peu l'habitat. Là où c'est possible, je dis bien là où c'est possible, parce que quand ce sont des cours d'eau naturels qui sont utilisés, évidemment, ces aménagements peuvent avoir leurs limites. Et donc, on conseille à ces éleveurs-là d'aménager les habitats pour empêcher en fait l'animal de sortir au-delà d'un certain périmètre. Et quant aux riverains qui surprennent ces animaux dans leurs habitations, ce sont des animaux assez particuliers, et je dirais dangereux, si bien que le seul conseil que nous pouvons leur donner, c'est de prévenir rapidement les services forestiers qui a les moyens, qui a en tout cas les techniciens et le matériel adéquat pour gérer ce genre de situation-là. Parce que sinon, ils peuvent se retrouver avec des blessures plus ou moins graves. D'accord, merci monsieur. C'est tout pour cet entretien avec Kimse Ouedraogo, directeur général des forêts et de la flore. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, on a content de